Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, petite clarification rapide, tant que c'est frais dans mon esprit, sur deux choses que j'ai écrites qui ont été un peu sujet à polémique, on va dire. Alors j'ai dit quoi? Enfin j'ai écrit quoi? J'ai dit si j'étais gouverneur d'un État islamique, aujourd'hui, je n'autoriserais le divorce que dans des questions de vie ou de mort ou d'apostasie, enfin des choses graves, hein, pas pour des choses futiles. Alors bon, j'explique pourquoi, parce que moi, comment je le vois dans mon esprit, je le vois un peu comme quand Omar ibn Khattab n'a pas appliqué les peines corporelles dans la période de pauvreté, etc. C'est-à-dire que je n'ai pas dit que le divorce était haram, interdit, c'est pas ça. Je dis, vu le contexte actuel, c'est très important le contexte actuel, je vous le rappelle brièvement. Le rappel actuel, le contexte actuel, pardon, c'est qu'en fait, les gens sont disséminés, c'est-à-dire les gens, ils ont leur mère à Nantes, leur père à Alger, ils vivent à Toulon. Donc en fait, le frère et sœur qui est en prison, enfin bref, les familles sont éclatées. Ça veut dire en fait que le mari ou la femme représente énormément pour la personne. C'est pas que je te mets dehors, la personne dit je vais passer la nuit chez ma mère ou je vais passer une semaine chez ma mère. Maintenant c'est, tu me mets dehors, je suis dans les foyers, je suis dans la rue, je suis SDF, je dois trouver en catastrophe un frère pour me loger quelques jours, s'il y a moyen. Donc je veux dire, la dépendance dans le couple aujourd'hui, elle est très forte. Parce qu'il n'y a pas un clan familial qui vous attend au cas où ça se passe mal. Plus, tout le monde le sait, pour qui a un peu vécu, dans les relations hommes-femmes, j'en ai assez parlé hier, il y a des hauts et des bas. Et des moments, il y a des malentendus. Surtout parce que voilà, l'homme et la femme pensent différemment, réagissent différemment, etc., etc. Et donc, s'il n'y a pas à un moment donné une espèce de médiation, quelqu'un de raisonnable qui dit « Mais non, ton mari, ce qu'il a voulu dire, c'est ça. Mais non, ce que ta femme a voulu dire, c'est ça, en fait. Il ne faut pas s'arrêter aux mots. Derrière, ça cache ceci. » Quelqu'un, en fait, de raisonnable, d'expérience, qui veut le bien. Donc, quelqu'un qui veut unir. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Soit parce qu'il n'y a plus personne, donc il ne reste que les gens avec leurs nefs, leurs carines, etc. Ou il reste des gens qui mettent de l'huile sur le feu. Ah, je t'ai toujours dit, ton mari, c'est un sale type. Ah, je t'ai toujours dit que ta femme, c'était une irresponsable. Bon, les gens, ils alimentent. En plus. Donc, bon, je ne vais pas m'étaler. Je pourrais rentrer dans les détails. Je ne vais pas le faire. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde doit réaliser, moi je le dis franchement, hein, que nous sommes dans un contexte où, sans évoquer, et je vais le faire, la question des enfants, un homme et une femme, ils dépendent beaucoup l'un de l'autre. Pour plein de raisons. Des contrats de bail, des ceci. Louer avant, chacun sa cabane, chacun sa tente, chacun... voilà. Aujourd'hui, quand une femme ou un homme est mis dehors, c'est la rue. C'est le froid, c'est la précarité, c'est la délinquance, SDF, c'est les foyers avec tout ce qui s'y passe. Donc, c'est pas comme avant. Avant, hein, mon oncle m'a logé, hein, ma tante, ma ceci. Maintenant, t'es tout seul. T'es tout seul face à ta détresse. On va me dire, oui, mais moi, non. Oui, mais toi, c'est toi. Je parle en général. Bon. Donc, si on prend compte de tout ça, on réalise qu'un homme et une femme dépendent énormément l'un de l'autre et que si ça se passe mal et qu'il y en a un des deux qui pète les plombs et qui foudeur l'autre ou qui je sais pas quoi, sort, ou, enfin, tous les scénarios que vous pouvez imaginer, eh bien, c'est quelque part une espèce de catastrophe. Une catastrophe parce que combien de gens on trouve qui sont SDF ou dans des foyers et on leur dit oui j'ai eu une dispute avec mon mari, ouais j'ai une dispute avec ma femme.
elle m'a mis à la rue. Bon, ça commence souvent comme ça. Et puis c'est la chute infernale. On déprime, on boit, hein, et on divorce, et on perd son travail, et c'est la rue, et puis c'est la totale, quoi. Donc, je veux que vous compreniez à la base qu'il y a ce contexte, un contexte de grande dépendance. Plus, se rajoute à ça, le fait qu'avant, les hommes et les femmes étaient beaucoup plus débrouillards que nous. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre d'hommes qui ne savent pas cuisiner, qui ne savent pas repasser, qui ne savent pas lancer une machine à laver, qui ne savent pas nettoyer, qui ne savent pas ranger, bon, qui savent juste travailler, mettre les pieds sous la table et jouer à la console. Il y a plein d'hommes comme ça de nos jours. Hein. Ils commandent tout sur Uber Eats, ils ont les pieds sous la table, ils jouent à FIFA 2024 et ils partent bosser le matin et ils reviennent le soir. Voilà. Et le reste, ils ne savent rien faire. Ni laver, ni repasser, ni ranger, ni nettoyer, ni payer les factures à temps. Voilà, ils sont un peu des grands adolescents. Beaucoup d'hommes sont comme ça aujourd'hui. Les femmes, même chose. Combien de femmes aujourd'hui ne savent pas y faire avec les enfants, n'entendent pas le réveil le matin, ratent l'école, bon, bref, je sais pas. C'est-à-dire que maintenant, le mariage est plus nécessaire que jamais pour compléter deux individus très incomplets qui s'entraident, vu que seuls, en fait, ils ont des carences dans leur éducation. Donc, ça veut dire que quand le couple est séparé, ben c'est une chute, c'est-à-dire on revient à son état de célibataire et on n'est pas apte à plein de choses que l'autre savait faire. Donc, c'est un deuxième problème. On ne sait pas affronter la vie et tous ces aspects une fois qu'on a été marié, qu'on redevient célibataire. Il n'y a plus, comme avant, justement de nouveau une famille qui prend en charge, qui amortit le choc, qui dédramatise la situation, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, il y a la question des enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le voyez autour de vous, les enfants, c'est des sortes de paquets, des objets en fait comme ça qu'on sacrifie sur l'autel du moi, tu vois. Facile, comme je l'ai écrit aussi. Facile de dire divorce. Ah, les femmes, je demande mon rôle pour un oui ou pour un non. Les hommes, je divorce, ça fait un mois qu'on n'a pas d'intimité, moi j'en peux plus. Vu que t'es pas pour la polygamie, que t'es pas d'accord, ben alors on divorce. Bon, voilà, divorce, on jette le mot en l'air comme ça, comme si c'est pour rire. Et puis après quoi en fait? Vous voyez comment ça se passe après? Après, c'est les avocats, c'est les pensions alimentaires, c'est les enfants déstabilisés et des enfants qui seront de nouveau avec des carences et qui auront de nouveau des manquements et qui vont de nouveau être un fardeau pour la société parce qu'ils n'auront pas d'autorité paternelle, parce qu'ils n'auront pas de douceur maternelle. Et on est reparti pour un tour. Et ça ne s'arrête jamais. Donc, moi je dis, face à la situation actuelle, très spécifique, si j'étais un gouverneur dans l'État islamique, j'envoie les gens chez des médiateurs, j'envoie les gens chez des psychologues, j'envoie les gens chez tout ce que vous voulez, mais je ne donne pas le divorce, j'autorise pas le divorce pour un oui et pour un non, parce que les conséquences sont trop graves. Et j'oubliais de rajouter à toute cette liste, cette sombre liste, le fait qu'aujourd'hui, contrairement à avant, se remarier n'est plus du tout quelque chose de facile. Parce que pour plein de raisons. Vous le voyez bien, les gens, une fois que vous êtes une femme, vous n'êtes plus vierge, vous avez des enfants, vous avez 35 ans, etc., ça ne se bouscule pas au portillon. Ça ne se bouscule pas. Parce que les gens, justement, comme c'est compliqué, comme ils voudraient que ça réussisse, comme ils voudraient que ça leur convienne, vu qu'ils misent tout sur une femme, et pas qu'ils en ont 3, 4, une veuve, une vieille, une jeune, qu'il n'y en a qu'une, ben ils veulent le meilleur possible, c'est-à-dire jeune, du bled, vierge, voilà. Et les autres, c'est vraiment en cas de désespoir absolu. Donc,
C'est très difficile de se remarier. Donc, ça veut dire que tous les problèmes que j'ai cités ne sont pas facilement résolus. Avant, il y avait des gens, ils étaient veufs le matin, ils étaient remariés le soir. Avant, il y avait des femmes qui étaient divorcées 5 fois, 10 fois, qui trouvaient un mari. D'ailleurs, je mettrai le lien en dessous. Ce sujet, il est venu au départ parce qu'il y a un cheikh à Paris qui a parlé du divorce à un moment donné de son dars. Et ça m'a un peu révolté, quoi, pour vous dire la vérité. Parce qu'en fait, il était là, fleur au fusil, quoi. Hein. Très, bon, de nouveau, je rappelle, on parle de quelqu'un de science. Donc, c'est ça que c'est un peu choquant, pour moi. Hein. Bon. C'est-à-dire, bon, ben voilà, écoutez, le divorce, faut pas en faire toute une montagne. Les Sahaba, ils étaient tous multidivorcés. Il y en avait plein qu'ils étaient à des 10, 20, 30 divorces. Faut arrêter avec tout ça. C'est quelque chose de très banal. Quand on est plus bien avec quelqu'un, ben on divorce. En gros, hein, je caricature, mais c'est un peu ça. Ben, oui, j'en dis ce qu'on vient pas que normalement, ça devrait pas être une tragédie. Le souci, c'est que dans le contexte d'aujourd'hui, si on parle comme ça, on est irresponsable, en fait. On est irresponsable parce qu'en fait, il y a tout ce que je viens d'expliquer. Je ne vais pas le réexpliquer. Hein. On devient fou, quoi. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, les gens, s'ils sont immatures, s'ils sont impatients, s'ils sont encouragés au divorce par leur famille et par la société, ma femme, libérez-vous de cet homme. Oui, j'imagine, oh, pauvre chérie, mariée un islamiste, aïe, 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 il vous obligeait à se voiler. Oh là là, dans mes bras, venez, on va vous offrir des formations, permis de conduire. Juste enlevez-nous un petit peu ce fichu parce que ça fait mauvais genre. On sait comment ça se passe, hein, on va pas raconter des histoires. Hein. Bon, donc, dire ça dans le contexte français, puisque ce cheikh est en France, c'est de l'irresponsabilité absolue. Ce qu'il faut dire aux gens, ben, c'est ce que moi je dis. Voilà, chacun son livre. Hein. Moi, je ne suis pas un savant, mais je dis ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est le divorce, dans le contexte actuel, est un acte extrêmement grave, extrêmement lourd en conséquences diverses et variées, que je ne vais pas énumérer parce que je l'ai déjà fait. Il faut vraiment se rendre compte, avant de se marier, qu'on mise gros, je l'ai dit hier, et qu'on doit vraiment savoir ce qu'on fait, parce que dans le contexte d'aujourd'hui, c'est un grand engagement qui implique de grandes choses et qui va avoir de grandes conséquences dévastatrices, surtout s'il y a des enfants, j'en conviens, si on divorce. Quand il n'y a pas d'enfants, c'est une affaire entre deux adultes. Bon, il faut faire des efforts, bien sûr, parce que toutes les relations hommes-femmes sont compliquées. J'ai pas dit que c'est rien, mais j'ai dit que c'est évidemment moins grave. C'est sûr et certain que quand il n'y a pas d'enfants, c'est moins grave. Ça, c'est clair. Mais ça reste grave parce que ça reste un échec. Ça reste des souvenirs qu'on va devoir transporter avec soi, toute une série de choses. Donc voilà, de toute façon, ce que je dis, c'est pour tout le monde, mais encore plus pour les gens avec des enfants. Alors, j'ai aussi écrit, je préfère voir des adultes qui ont choisi leur situation, qui ont choisi de se marier, qui ont choisi de coucher ensemble, qui ont choisi d'avoir des enfants, je préfère voir des adultes souffrir. Oui, mais cet homme ne me convient pas totalement. Oui, mais cette femme ne me convient pas totalement. Ben oui, c'est la vie, hein. Je crois il n'y a aucun d'entre nous qui se convient totalement. Moi, j'ai beaucoup de frères avec qui je ne m'entends pas. J'imagine, si on me met avec 100 femmes, ben avec les 100, il y aura des choses qui vont aller et d'autres pas. Et quand on a un peu vécu, on sait que c'est comme ça. En général, les qualités ou les points positifs sont effacés par les points négatifs. Et voilà, et parfois, au cours de la vie, il y en a un qui l'emporte sur l'autre. Et puis au bout de quelques années, ça change, ça se rééquilibre. Bon, c'est évolutif. Donc, je préfère voir des adultes souffrir, prendre sur eux. Hein. Quand on a une peine de prison, on l'a fait. Hein.
T'es bien obligé de faire ta peine de prison. T'es pas content de faire la prison, mais tu l'as fait. Tu fais tes 50 placards. Et t'es dans un 9 mètres carrés, et t'es enfermé 23 heures sur 24. Oui, ben, tu le fais. Eh ben, tu t'es engagé à te marier, tu t'es engagé à faire des enfants, eh ben, tu subis. Tu subis, t'attends des jours meilleurs, tu fais des efforts, t'essayes que ça change, tu demandes à Allah, etc. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas quelque chose que je trouve qu'il faut faciliter. Il faut rendre ça très difficile, il faut rendre ça très contraignant, parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Voilà, c'est tout. Il faut parler clairement aux gens. Moi, je le dis aux gens clairement. Et raison de plus, avant de se marier, de bien savoir où on met les pieds. C'est très important. Si tu vois que la femme que tu épouses, ou l'homme que tu épouses, ils ont une famille très présente, qui leur donne toujours raison, c'est toujours toi ou elle le mauvais, qui ne cherche pas à être équitable ou à être juste, fais attention. Parce que ça veut dire, au premier problème, tu as toute la famille sur le dos. Tu as les frères qui vont venir te menacer, tu as le père qui va dire, je vais payer les avocats, on va garder les enfants, tu as la mère qui va dire, ma fille, tu l'as abîmée, c'est toi, machin. On connaît. Et tu t'engages là-dedans, bonjour les ennuis. Hein. Donc à nouveau, je dis, savoir où on met les pieds, avant de les mettre. En observant la famille, les réactions, est-ce qu'ils sont neutres, est-ce qu'ils font passer la religion avant la tribu, ou c'est des tribalistes, comme la plupart des gens, hein, malheureusement. Et si c'est le cas, que la famille est très présente, etc., tu vas au-devant de graves problèmes. Où la fille, à la première dispute, peut raconter que tu as levé la main sur elle, que tu as fait ci, tu as fait ça, et tu as les deux frères chez toi qui veulent te casser la gueule. Donc, attention. Donc, je répète, j'ai écrit, je préfère voir deux adultes souffrir, patienter, puisqu'ils ont choisi leur situation, plutôt que de voir des enfants innocents qui subissent cette situation, être ballottés d'un endroit à l'autre avec les avocats, les mensonges, les gardes alternés ou je ne sais quoi, ou c'est facile. Moi j'entends les frères comme ça. Ah ben, si une femme demande son rôle et qu'elle se remarie, elle doit me confier les enfants. Mais les gens, vous êtes où là en fait? Vous racontez des histoires à qui? Pas à moi, hein. Moi on ne me raconte pas d'histoire. Hein. Vous n'êtes déjà pas capable de vous prendre en main tout seul. Qu'est-ce que vous allez vous occuper d'enfants, faire leur lessive, les amener à l'école, rater votre travail quand ils sont malades parce qu'il faut les garder à la maison, faire à manger? Dans 95% des cas, vous êtes incapable de ça. Alors là, je prends les enfants en charge, c'est la sunna. Les savants, ils ont dit que si la femme se remarie, elle doit confier ses enfants au père. Ouais, mais à qui? À quel père? Un rajel qui fait le djihad, qui est autonome, qui sait nettoyer chez lui, ou à une espèce d'ado attardé qui sait déjà pas tenir, qui sait pas se tenir lui-même. Voilà. C'est bien la théorie. Moi, j'aime bien la pratique. Théorie, on peut raconter beaucoup d'histoires. Hein. J'ai droit à 4 femmes. Si on divorce, c'est moi qui ai les enfants. Ouais, mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu sais faire à part ton métier dès que tu es à la maison? C'est ta mère, tes sœurs et ta femme qui ont toujours tout fait au niveau pratique de la maison. Tu es incapable de changer une couche. De quoi on parle, en fait? Donc voilà, moi j'en ai un peu marre, en fait, vous voyez, de toutes ces histoires théoriques. Moi j'aime bien la pratique. Et la réalité, hyper-réalisme. Et ce que je vois, ce que j'entends, me laisse penser que le divorce de nos jours est une tragédie grave qui ne devrait être accordée qu'à des cas graves. Apostasie, c'est pas, violence physique répétée, même si les gens ils doivent pouvoir suivre à un moment donné ce qu'on appelle chez le koufar, ils font ça, la gestion de la violence, ou canaliser ses émotions autrement, enfin bref, ça se soigne. Mais en tout cas, oui, je le répète, le divorce à la légère, tous les Sahaba divorçaient 20 fois, qu'est-ce qu'il y a Ouais, mais attends, aujourd'hui, quoi? Donc voilà, c'est toujours facile de jeter les choses en l'air. Après, il faut, comme on dit, les conseilleurs, c'est pas les payeurs, je l'ai toujours dit. Hein.
Donc il faut bien savoir où on met les pieds et ce qu'on fait, parce que c'est des années d'ennui derrière, des milliers d'euros éclatés et des problèmes. Parce que ce qu'on ne dit pas, quand tu es dans une situation dramatique comme ça, avec des avocats, des enfants, des gardes alternés, des trucs, des tchics, des tchaks, des pensions, c'est que derrière, tu sais pas refaire ta vie. Tu as des problèmes, tu as des dettes, tu as l'ex qui va saboter ton mariage, et tu as la nouvelle qui subit des trucs qu'elle ne doit pas subir. Enfin, c'est le bazar, quoi. Voilà, donc vous voyez qu'on est loin de la version du Cheikh. Oui, Sahaba, c'était fréquent de divorcer, bon, faut pas dramatiser, rien de grave. Aucune solution, aucun fiqh el-wakir. Voilà, on est là, on jette ça en l'air, et les gens, ils écoutent, quoi, tu vois. Et puis ils appliquent, c'est ça le drame. Bref. Deuxième sujet, rapidement, parce que j'en ai déjà parlé. Le même Cheikh, dans une khutba du vendredi qui date du mois de mai, avril-mai 2024, en pleine guerre à Gaza, bon, on n'a rien de mieux à parler, mais enfin, soit que l'histoire, on est revenu avec l'histoire des chiens. Et le chien, bon, caricature absolue, quoi. Aucune nuance. Le chien, l'écrasante majorité des savants disent qu'il est impur, et si ça, il faut laver, et ça, et tu peux pas dans ta maison, et le poil, et la bave, et le truc, et ils attaquent les gens, enfin, tout un scénario complètement noir, où on ment, en fait. Voilà, on ment. C'est terrible, mais je sais pas, je comprends pas, en fait. Soit c'est ne pas savoir, soit c'est mentir, je sais pas, mais... Enfin, une caricature absolue. Alors, qu'est-ce que je réponds à ça? L'école malikite, qui est une des écoles les plus importantes dans le monde, c'est pas une minorité. C'est pas des savants détestables, c'est pas des hurluberlus. L'école malikite ne déclare pas le chien impur. Et ils ont des preuves et des arguments lourds. Bon, faire des recherches, hein, je ne vais pas tout vous expliquer parce que faites vos recherches. Donc dire, l'écrasante majorité des savants, il n'y a qu'une extrême minorité, c'est faux, c'est un mensonge. C'est l'école malikite qui est la plus présente, déjà aux gens qui écoutent. La plupart des gens qui écoutent ce cher sont des malikites, puisqu'ils sont algériens, marocains, etc. Les hanafites, c'est souvent des Turcs. Les hanbalites, c'est souvent des gens de Middle East, Moyen-Orient. Bon, donc les malikites, ce n'est pas une partie insignifiante. Premièrement. Deuxièmement, c'est très réducteur de dire « Ouais, les chiens, ils attaquent les gens, il y a des accidents, bon, ils sont mordus. » Ouais, mais alors, bon, on interdit la voiture, on interdit tout, en fait. Les endroits où il y a plein de gens mélangés dans le métro parce qu'il y a des virus, des bactéries, c'est dangereux. Il y a des pervers qui mettent la main aux fesses, on ne prend plus le métro. Bon, vous voyez, donc tout ça, c'est des trucs intellectuellement inacceptables. Alors, quelle est la réponse sensée par rapport à cette histoire-là? La plus sensée. Quand on tient compte de tous les avis, qu'on fait du fiqh el-waki, etc., la réponse la plus sensée, c'est de dire que même si c'est sympa, parce que ça fait un peu poupée, ça fait un peu, comment on dit, nounours, etc., parce que les gens, ils mélangent tout, malheureusement, un chien, comme la plupart des animaux, ça ne viendrait pas à l'idée des gens de mettre une vache dans leur salon, ou un éléphant, un crocodile ou un serpent. Un chien, c'est un animal. Et un animal doit évoluer dans son monde. Et le monde d'un chien, c'est le monde de l'utilité. C'est-à-dire un chien, les chiens ont été créés par Allah Azawajal pour être utiles à l'homme. C'est un animal très proche de l'homme, le plus proche, qui, pour être heureux, pour qu'un chien soit heureux, il doit être utile à l'homme. Ça veut dire, il l'accompagne dans ses balades, il défend sa maison la nuit, il aboie quand un intrus s'approche, il va à la chasse, il ramène les proies, il rassemble les moutons pour aller à la bergerie. Il aide l'homme dans ses tâches, dans ses attentes. Et dans le monde moderne, le chien, il fait beaucoup de choses. Il guide les aveugles,
Il cherche les survivants dans les décombres après les tremblements de terre. Il renifle les bagages pour voir s'il y a de la drogue. Il aide les policiers à intervenir, etc., etc., etc. Le chien a plein de rôles. Les chiens de Terre-Neuve vont chercher les noyés qui tombent dans l'eau. Les Saint-Bernard vont creuser, ils sentent où se trouvent les gens sous les avalanches. La race des Saint-Bernard. Bon, bref. Donc le chien est un animal qui doit vivre comme un animal et servir l'homme. Le chien n'est pas créé dans sa fondation pour être dans un canapé à bouffer des biscuits et à ronfler toute la journée et à mettre des poils partout et se faire caresser toute la journée par les enfants. Ça, c'est ce qu'on en a fait, parce qu'on mélange chien avec nounours et objet. Mais en réalité, un animal a pour vocation d'être utile. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens, ils ont un mauvais usage de l'animal. Ils sont dans des villes, ils mettent le chien à la terrasse, où il n'a rien à garder du tout. Et puis, comme il doit aller aux toilettes, on l'amène dehors avec une laisse. Il fait ses excréments, ses urines partout. L'endroit où les humains passent et marchent, ça dérange tout le monde. Il faut avoir des petits sacs. Enfin, c'est complètement grotesque, en fait. Donc, en fait, le chien a vocation à vivre et à évoluer dans un certain cadre. C'est-à-dire le cadre de la vie en campagne, semi-campagne, là où il y a du terrain, là où il y a des grilles, là où il y a matière à défendre, pour les chasseurs, pour les gens qui ont d'utilité du chien, les aveugles, j'ai dit, les policiers et compagnie. Donc, c'est vrai que là, il y a un problème. C'est que beaucoup de gens, ils ont pris les chiens comme animal de compagnie, comme un petit nounours, comme une poupée, et que l'animal, elle est détourné de son rôle. Ça, c'est une réalité. Ensuite, donc, il faudrait dire aux gens une chose claire. Si tu aimes les chiens, si tu veux des chiens, tu dois vivre en pavillon, à la campagne, en semi-campagne, et pas dans des tours HLM où le chien est enfermé et où tu dois aller dehors pour qu'il fasse ses besoins 2-3 fois par jour. C'est grotesque. Effectivement, dans la promiscuité, déjà les êtres humains sont nerveux et agressifs dans les tours parce qu'ils sont les uns sur les autres. C'est la même chose pour les animaux. Les animaux ayant des vies anormales, malgré toute la gentillesse qu'il y a en eux, ils développent des réflexes anormaux. Ils croisent d'autres chiens. Normalement, un chien, il ne croise pas d'autres chiens. Un chien, si un autre chien s'approche, il va attaquer à la grille. Il ne va pas vouloir qu'il rentre. Parce qu'il défend le territoire du maître. Donc, évidemment, quand un chien croise d'autres chiens en rue avec une laisse, il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit, ce chien approche mon maître. Si j'aboie et je me fâche, mon maître, il n'est pas content. Il dit, arrête, arrête, arrête. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir l'air d'avoir un chien agressif. Donc, je dois me restreindre. Tu vois, le chien, il ne comprend pas. Parce qu'il n'est pas dans une vie naturelle. Donc, bon, bref, je ne vais pas faire un cours sur les chiens. Mais, donc tout ça pour dire qu'il faut expliquer les choses clairement. D'abord, ce que je viens de dire, la place du chien, le rôle du chien, d'une manière... Il faut un peu creuser le sujet, quoi. Parce que moi, ce que je n'aime pas avec ces chers, c'est qu'en fait, ils parlent de sujets qu'ils n'ont pas creusés. Ils ne parlent pas du waké, ils ne parlent pas des bienfaits. C'est juste, voilà, les poils, le truc, la bave, ils mordent, ils attaquent, ça demande de l'argent. Bon, mais alors, l'argent, on peut tout dire, alors. Prendre un café Starbucks, c'est jeter l'argent. Commander un Uber Eats, c'est jeter l'argent. Acheter des chaussures de marque, c'est jeter l'argent. Bon, les gens jettent l'argent dans beaucoup de choses inutiles. Donc ça ne sert à rien de dire l'argent, parce qu'il faut nourrir la bête et la soigner. Ben oui, quand tu prends soin d'une créature, c'est pas pour la laisser mourir ou l'affamer. On connaît tous les histoires d'une femme qui a été en enfer parce qu'elle a laissé un chat enfermé dans une pièce sans lui donner à manger. Bon, bref. Donc oui, par définition, ça coûte. Et justement, j'en arrive au point suivant. Comme ça coûte de maintenir un animal, il faut le soigner. Vétérinaire, c'est cher. Il existe des mutuelles, mais le vétérinaire, c'est cher. Ça coûte plus cher de soigner un animal qu'un humain. Il faut le savoir, ça, tu vois. Il faut le savoir. Et souvent, les animaux développent des maladies quand ils ont une vie anormale. Ils développent des maladies. Des maladies de la peau, parce qu'ils ne sont pas assez à l'air, ou plein d'autres choses. Voilà. Donc,
justement, ça coûte de l'argent. Le chien, il faut le soigner, il faut le nourrir. Et dans le cas des chiens d'utilité, il faut faire de l'élevage. C'est-à-dire que si tu veux un chien policier, ben, tu dois développer la race des Malinois ou des bergers allemands. Ça veut dire que tu dois mélanger des sujets entre eux, de même race. Il faut faire... ça a des coûts. Parce que voilà, il faut sélectionner, il faut éduquer, il faut faire grandir les chiots. Bon, tout ça a un coût. Et ça veut dire que pour avoir accès à des chiens d'utilité, pour la garde, pour les aveugles, pour la chasse, pour le ceci, il faut développer des races. C'est comme ça qu'il y a eu des races de chiens, parce que chaque race était adaptée à une attente de l'humain. Par exemple, les chiens pisteurs, qui sentent les traces dans le cas des gens portés disparus, j'ai oublié encore ça, une autre chose que le chien fait, mais c'est la race des Saint-Hubert. C'est des chiens comme ça, avec de très longues oreilles, et qui ont le meilleur nez de tous les chiens. Ils ont été sélectionnés pour leur flair. Et c'est la race des Saint-Hubert. Pour la police, ben, c'est les Malinois, c'est les bergers allemands. Pour les aveugles, c'est beaucoup de Labrador et de Golden Retriever, et ainsi de suite. Il y a des races qui sont développées, sélectionnées, choisies, produites pour des fonctions précises, parce qu'ils ont un don où ils ont des capacités supérieures aux autres dans certains domaines. Et tout ça, ça a un coût. Donc, ici, l'histoire, ça ne consiste pas comme à l'époque de dire je prends tous des chiens errants, plein de maladies, méchants, de poux, et je les mélange entre eux, et puis je vends des chiens. C'est pas ça, en fait. Ça, c'était à l'époque. À l'époque, les chiens étaient errants, ils se mélangeaient entre eux, sortaient des chiens dont on ne sait pas si ce seraient petits, grands, en bonne santé ou pas, ou avec quelle qualité, avec quelle capacité, c'est au hasard, comme ça. Évidemment que ces chiens, ben, on ne va pas les laisser proliférer, se propager et les vendre, parce que d'abord, ça n'a pas de valeur. Des chiens, on voit bien des chiens errants qui se mélangent, ou des chats errants, ben, ils ont plein de petits, et maintenant, beaucoup de gens les stérilisent, parce que sinon, ça se propage, et ils ne savent pas quoi faire. C'est comme ça qu'on en vient à ces histoires malheureusement, de massacres d'animaux. Dans certains pays, c'est les chats, dans d'autres, c'est les chiens. Où en fait, quand ils prolifèrent trop, ben, il y a des campagnes où les policiers viennent, ou les vétérinaires, services d'animalerie et compagnie, ils viennent euthanasier des chiens et des chats par centaines. Bon, donc ça, c'est pas souhaitable, l'anarchie. Si on est dans l'anarchie, on se retrouve avec plein de refuges pour animaux, avec tous des chiens errants. Ça coûte une fortune, les cages, les employés, les nourrir, les nettoyer, pour rien, puisque les gens ne veulent pas comme ça d'un chien déjà adulte, peut-être grand, pas beau, malade, et ça finira par une euthanasie. Et l'euthanasie, c'est cher. La piqûre vaut 200-300 euros, les produits, enfin, bref. Ça veut donc dire que normalement, il faut encadrer tout ça. Il faut encadrer, ça veut dire qu'il faut des éleveurs qui ont les installations, qui sont déclarés, qui font les choses bien, qui développent telle et telle race suivant les besoins des gens. Mais tout ça, ça a un coût. Vous voyez ? Tu ne peux pas dire aux gens, deviens éleveur, sélectionne les races, donne-toi du mal, fais des cages, nourris les chiens, soigne les chiens, fais des mélanges, hein, et tu ne peux pas vendre les chiens. Ça ne colle pas, en fait. Ne dire, oui, je ne vais pas contre le hadith de la vente, mais dire, ça vise quoi, en fait? Ça viserait des gens qui prennent tous des chiens errants, qui les laissent se mélanger, et puis qui vont commencer à vendre les chiens. Donc déjà, le chien errant est un problème, parce qu'il est dans les rues, il dérange les gens, il t'agresse quand tu vas à Al-Fajr. On le voit au Maghreb, hein, tous les chiens qui tournent dans les rues parce qu'ils sont abandonnés, donc personne ne veut s'en occuper, donc au final, quand les refuges sont pleins, ou quand, je sais pas, les policiers font des cartons, on se retrouve avec des containers de chiens assassinés. Donc justement, pour éviter ça, il faut que des structures soient mises en place. Et des structures, et de l'encadrement, et de l'élevage, ça coûte. Et donc, il faut bien que quelqu'un paye. Donc, soit, dans un État islamique, c'est l'État qui se charge de payer les frais des éleveurs, mais il faut bien que quelqu'un paye. Donc,
Ça, c'est le wakir, c'est le contexte. Et dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les transactions de vente et d'achat de chiens, d'accord, mais dans quel contexte on parle de ça? Dans un contexte où les chiens et les chiens sont errants, sont des nuisibles, transportent des maladies et ne sont pas sélectionnés, ne sont pas soignés, en gros que les gens ne font pas des dépenses. C'est-à-dire ils ramassent des chiens, ils courent dans leur arrière de leur maison, ils se reproduisent ensemble et il y a des chiots et on va commencer à les vendre et propager des chiens bâtards. Évidemment que ce n'est pas souhaitable, évidemment que ça doit être interdit. Mais là, on est dans un autre cas de figure. On est dans le cas des chiens d'utilité qui doivent être sélectionnés, élevés en fonction des attentes des clients. Et qui ont besoin d'un chien d'aveugle, d'un chien ceci, d'un chien cela, d'un chien de garde, d'un chien de chasse. Et donc, c'est autre chose. Mais toutes ces nuances-là, les gens mettent tout ça à la poubelle, font semblant que ça n'existe pas. Et puis, ils sont bien contents quand un chien pisteur va chercher dans la forêt, leur enfant a disparu, et ils retrouvent la trace de l'enfant. Quand on l'a fait respirer un vêtement, ils trouvent la piste. Là, on est bien content qu'il y ait un chien élevé qui est là. On est bien content quand il y a des policiers arrivent avec des chiens, que ça fait peur aux gens, et que ça empêche certaines choses. On est bien content quand ils trouvent de la drogue dans les aéroports, la cocaïne qui vient de Colombie. Bon. Donc c'est trop facile, de nouveau, d'avoir tous les bienfaits des chiens, et puis de dire les trucs comme ça, il faut tuer les chiens noirs, et pas de transaction de chiens, et ils mordent, et c'est mauvais, c'est impur, et tout le monde le dit. En fait, c'est de la paresse intellectuelle. C'est de la paresse intellectuelle, comme avec le divorce, c'est de la paresse intellectuelle. Et ça prend pas de temps, hein. Je viens de soulever 2 sujets en 36 minutes, en profondeur. Donc c'est une question de ne pas vouloir, et de vouloir traiter les choses à la légère. Et pourtant, quand ça nous intéresse, on est capable d'aller en profondeur. Les règles des ablutions, il y a 3 types d'eau, et ceci, et il faut dire ça, il ne faut pas faire ça. Là, on te fait des audios en 40 volumes pour t'expliquer les ablutions. Mais le divorce, les chiens, hop là, 5 minutes. Vite fait, bien fait. Donc c'est de la négligence, et pour moi, un savant, il est écouté par les gens, il n'a pas le droit d'être négligent. S'il prend la responsabilité d'aborder un sujet, il doit l'aborder en profondeur. Tu veux me parler du vote démocratique? Tu dois m'en parler en profondeur. Si tu me dis, comme les charlatans qu'on a vus passer sur les minbars, si tu votes pas, t'as trahi la Oumma, de nos jours, c'est maslaha de voter, parce que sinon, et si tu me dis que ça, et que tu me parles pas de c'est quoi la démocratie, c'est quoi le vote, ça implique quoi, qu'est-ce qu'on y espère, comment ça fonctionne, les coalitions, les partis politiques, si tu me dis juste ça, tu insultes mon intelligence et tu es quelqu'un qui est dans la paresse intellectuelle et qui prend la responsabilité de parler en public pour propager son ignorance. Et c'est grave. Voilà, je vous laisse ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.